Salut! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un monstre. Un homme qui a fait vivre un véritable enfer à ses enfants. Je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Ruth commence maintenant. C'est au Venezuela en 1986 que naît Ruth. C'est là-bas qu'elle passe les premières années de sa vie avec sa mère et sa sœur de 3 ans, son aînée. Nous ne savons que très peu de choses sur cette période, mais leur mère était très pauvre. Elle peinait à subvenir aux besoins de ses 2 filles. Les années passèrent et un jour, alors que Ruth avait 13 ans et sa sœur 16, pour une raison inconnue, leur mère les confia à leur père, David Lasso Zabala, qui vivait à l'autre côté de la frontière en Colombie. Malheureusement, à partir de ce moment-là, la vie des 2 jeunes filles va se transformer en véritable cauchemar. Très rapidement, David va commencer à abuser de sa fille aînée. La situation devenait insupportable pour la jeune fille de 16 ans et elle tenta à plusieurs reprises de fuir, mais sans succès. Un jour, comme par hasard, elle va être retrouvée morte dans les circonstances plus que suspectes. Le Venezuela est considéré comme l'un des pays les plus dangereux du monde et que le taux d'impunité y est de 90%. La mort de la pauvre sœur de Ruth fait donc partie des 9 crimes sur 10 non élucidés du pays. Mais si personne ne fut incriminé pour le décès de la pauvre fille, Ruth savait que son père était le responsable de ce drame. Elle en était intimement persuadée. Pour elle, il n'avait pas supporté que sa fille aînée tente de lui échapper. C'est à partir de ce moment-là que Ruth se mit à craindre pour sa vie. Aussi, maintenant que sa grande sœur n'était plus là, c'est sur elle que son père se mit à exercer ses sombres abus. Durant cette période-là, elle fut alors contrainte pour protéger sa vie de subir toutes les perversions de son géniteur. Sans rétorquer, elle avait bien trop peur. Durant 20 longues années, elle garda le silence sur les horreurs qu'elle subissait au quotidien. Tout ce temps-là, elle vivait avec son père comme s'ils étaient un couple traditionnel. Ils ont même 2 enfants ensemble. À 17 ans, elle donna naissance à son premier enfant, un garçon, et 11 ans plus tard, elle et son père auront une petite fille. C'est durant cette période que la famille quitta la Colombie pour venir s'installer au Venezuela. Ils vivaient de façon extrêmement précaire et David espérait trouver là-bas de meilleures conditions de vie. Ils s'installèrent alors dans l'État frontalier. Malheureusement, cela ne changea rien à la situation de la famille. David était mototaxi et il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il avait toujours refusé que Ruth fasse des études, travailler aussi, toute la famille dépendait exclusivement de son argent. De cette façon, il gardait le contrôle sur sa fille. Elle était avec les enfants, s'en occupait et elle était totalement dépendante de lui. Les années passèrent, ainsi Ruth se commença à se faire une raison. Elle vivait en couple avec son père et ses enfants grandissaient. Elle avait à présent 34 ans et son fils aîné 17. La petite dernière avait 6 ans et c'est elle qui tirait souci à Ruth. Ses enfants qui étaient nés de la relation incestueuse de Ruth et son père ne savaient rien de la situation. Ils ne savaient pas qu'en réalité leur père était aussi leur grand-père. Durant toutes ces années, Ruth va vivre un véritable calvaire, subissant les mauvais traitements que son père lui infligeait devant les yeux de ses enfants. Il la battait, l'humiliait, l'insultait quasi quotidiennement. Ses 2 enfants avaient grandi dans cette ambiance pesante, oppressante. Ils vivaient tous les 3 dans la terreur, instaurée par leur père. Ruth avait conscience que ses enfants grandissaient et qu'elle ne pourrait pas continuer à cacher bien longtemps la terrible vérité. Son fils aîné était maintenant en âge de comprendre, mais elle avait peur de sa réaction. Elle avait peur qu'il la rejette. Au-delà de cela, ce qui l'inquiétait au plus haut point, c'était de voir sa fille grandir. Les années passaient vite et Ruth avait conscience que très rapidement, la petite fille allait devenir une adolescente et cela la terrifiait. Elle avait une panique qu'une fois adolescente, son père s'en prenne à la jeune fille comme il avait fait avec elle et sa sœur aînée dans le passé. Et ça, elle ne pouvait pas l'accepter.
Elle avait vécu toute sa vie sous la terreur exercée par son père et ça, elle ne voulait pas pour sa fille. Mais Ruth, qui n'avait connu que cette vie avec son père, ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas comment stopper ce cycle monstrueux. Comment s'y prendre? Elle était totalement dépendante de son géniteur financièrement, mais il faut bien aussi garder l'esprit que depuis son adolescence, elle vivait quasiment recluse. Elle ne voyait personne, n'avait de contact avec personne. Elle ne sortait jamais seule, son père ne lui autorisait pas. Elle ne savait pas si elle devait le dénoncer aux autorités et surtout si elle le faisait, elle s'inquiétait de savoir quelles seraient les conséquences pour ses enfants et pour elle. Mais son instinct de protection de maman fut plus grand que ses barrières psychologiques et ses peurs. Elle était décidée à le dénoncer pour pouvoir protéger sa fille. C'est ainsi qu'en avril 2020, terrifiée, elle poussa la porte des services de protection de l'enfance de l'État de Bolívar dans le but de trouver de l'aide. Elle voulait protéger sa fille, l'éloigner de la menace que représentait son père, son bourreau. Elle était terriblement effrayée, mais son instinct de protection était plus fort que toutes ses peurs, plus fort que l'emprise qu'il exerçait sur elle. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle brisa le silence et raconta tous les abus que son père lui avait fait subir. Elle raconta au personnel de la protection de l'enfance tous les détails de l'enfer qu'elle avait subi, qu'elle avait vécu ces dernières années. Sous le choc de telles révélations, il lui proposa de rencontrer un psychologue pour elle, mais aussi pour ses enfants qui ne connaissaient toujours pas la vérité. Le processus était à présent enclenché et il fallait les préparer à cette horrible révélation. Le père était aussi le père de leur mère. D'un point de vue juridique, ce que pouvait faire Ruth, c'était de demander une ordonnance restrictive à l'encontre de David pour l'empêcher de s'approcher de leur fille. Elle savait que c'était la seule chose à faire, mais elle avait peur. Elle n'avait jamais vécu seule, elle n'avait aucun diplôme, aucune qualification particulière. Personne pour l'épauler ou la soutenir. Elle n'avait nulle part où y aller. Ruth n'avait pas non plus d'argent, elle pensait que seule, elle ne pourrait jamais assumer ses 2 enfants. Les services sociaux lui avaient dit que si elle demandait une ordonnance restrictive, elle serait dans l'obligation de déménager pour s'éloigner avec ses enfants. Mais c'était beaucoup pour elle, beaucoup trop. Toutes ces années de mauvais traitements physiques et psychologiques faisaient qu'elle avait une très faible estime d'elle-même. Elle ne se sentait pas capable d'assumer tous ces nouveaux bouleversements dans sa vie. Aussi, après réflexion, en informant les services de la protection de l'enfance qu'elle n'y arrivait pas, elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout de la procédure. Elle cessa alors de se rendre aux entretiens, que ce soit avec la psychologue, mais aussi avec les autres intervenants. Mais la situation de Ruth et les enfants les préoccupait beaucoup. Lorsqu'ils constataient qu'elle ne venait plus au rendez-vous et qu'elle ne donnait plus signe de vie, ils s'inquiétaient. Ils pensaient qu'il était peut-être arrivé quelque chose de grave. Ils décidaient donc alors de se rendre au domicile familial pour s'assurer que tout allait bien. Une fois sur place, ils trouvaient Ruth et ses enfants qui semblaient aller bien. David ne les avait pas fait de mal comme il le craignait. Mais Ruth était terrifiée. Ils annoncèrent à David qu'il n'était pas au courant de rien, qu'il y avait un signalement concernant sa fille de 6 ans. Selon ce dernier, la fillette serait dans une situation à risque devant la peur de Ruth qui refusait de demander une ordonnance restrictive. C'est le service de la protection de l'enfance qui déposait la demande dans son nom pour protéger la fillette. David tomba de haut et se sentait peut-être impuissant. Tout ce qu'il avait réussi à avoir par la terreur et la domination était en train de s'effondrer. Suite à cela, Ruth a dû quitter le domicile familial avec ses enfants. Elle est partie alors se réfugier chez sa mère et sa tante, qui vivaient ensemble avec plusieurs autres membres de la famille. Car oui, dans son entourage, tout le monde savait qu'elle vivait en couple avec son père, qu'ils avaient eu 2 enfants, mais tout le monde avait fermé les yeux, avait laissé faire. Bien que sa mère les a abandonnés, elle et sa sœur chez leur père, Ruth avait gardé un minimum de contact avec elle, qui n'avait jamais bougé pour sa fille qui avait toujours fermé les yeux. Se sentir obligée de l'accueillir avec ses petits-enfants, elle était sa seule ressource.
Malheureusement, le problème, c'est que sa mère et sa tante vivaient dans une situation extrêmement précaire. Et l'arrivée de Ruth compliqua encore plus les choses. La maison était très petite et ils ne pouvaient pas assumer financièrement 3 personnes supplémentaires. Mais Ruth ne voulait pas être une charge pour qui que ce soit. Elle décida alors de contribuer financièrement aux dépenses et elle se forma au métier de couturière. Elle faisait donc ça, des petits travaux de couture qui lui permettaient de commencer à gagner son propre argent. Mais cela n'était pas suffisant pour nourrir ses enfants et contribuer aux dépenses du foyer. La situation de Ruth et ses enfants était très difficile. Elle commençait à penser que lorsqu'elle vivait avec son père, les choses étaient tout de même plus simples. Elle se disait que peut-être elle devait retourner vivre avec lui. Il lui apportait tout de même une stabilité financière et avec lui, ses enfants mangeaient à leur faim. Mais lorsqu'elle avait ce genre de pensée, la menace qui lui pesait sur cette petite fille lui faisait revenir à la raison. Elle vivait également dans l'angoisse permanente que David veuille se venger et la tue comme il avait fait des années auparavant avec sa sœur. Il fut prouvé que pendant cette période, Ruth, qui était encore tout de même sous l'influence de son père, avait plusieurs fois enfreint l'ordonnance restrictive en amenant ses enfants le voir. Pendant ce temps-là, David, lui, voulait qu'elle revienne avec les enfants. Il passait son temps à rôder aux alentours du domicile de Ruth et la harcelait tant et si bien qu'elle fut en train de demander de forcer David à éloigner de ses enfants. La nouvelle commença à se répandre dans toute la ville qu'en réalité, Ruth était la fille de l'homme avec lequel elle vivait en couple depuis des années. Les services de protection de l'enfance qui suivaient son cas lui ont conseillé de porter plainte au ministère des Femmes et à la police, mais elle refusa. Elle avait peur. Plusieurs fois, il accompagna la police, mais elle n'arrivait pas à sauter le pas. Elle voulait le chasser de sa vie, mais elle ne voulait pas l'envoyer en prison. De plus, elle pensait que s'il venait à apprendre qu'elle avait porté plainte contre lui, il entrera dans une rage folle. Et elle savait qu'il était capable du pire. Ainsi, durant 6 mois, elle et ses enfants furent accompagnés par les services de l'État. Ils souhaitaient qu'elle dénonce son père, mais ils avaient aussi conscience de l'emprise qu'il exerçait sur elle et de sa peur. Ils se montreraient patients car Ruth, avant tout, était aussi une victime. Elle avait subi de graves abus depuis de nombreuses années et elle était paralysée par la peur. Et les mois passant, elle cessa de demander de l'aide au service de protection de l'enfance. Elle prit ses distances et arrêta de se rendre aux réunions. Inquiet, il se rendit donc chez elle, comme il avait fait la première fois, pour s'assurer que ses enfants allaient bien. Mais cette fois-ci, à leur arrivée, elle leur expliqua qu'elle n'avait plus besoin de leur aide. Ils avaient bien conscience qu'elle prenait ses distances par peur, mais malheureusement, ils ne pouvaient rien faire de plus. Depuis qu'elle avait quitté la maison avec les enfants, David avait déménagé et était parti retourner s'installer de l'autre côté de la frontière en Colombie. Il avait été condamné par les services de l'État à verser à Ruth une pension alimentaire pour ses enfants. Aussi, chaque mois, elle empruntait un petit chemin de terre appelé Juan Frío qui permettait de passer de la Colombie au Venezuela afin d'aller récupérer la pension qu'il était contraint de lui donner. Seulement, c'était toujours la même histoire. Chaque fois qu'elle arrivait pour récupérer l'argent, il lui mettait la pression pour qu'elle revienne avec les enfants. Mais elle refusait. En cette fin de mois d'août 2021, à la maison dans laquelle elle vivait avec sa mère et sa tante avait des problèmes électriques. Cela l'empêchait parfois de travailler et donc de gagner de l'argent. Elle était donc dans une grande détresse financière. C'est alors que David lui proposa de venir en aide. Il lui proposa de venir récupérer de l'argent qu'il lui donnait généreusement afin de payer les réparations. Mais pour cela, il fallait qu'elle vienne récupérer l'argent chez lui. David avait un plan diabolique en tête. Ruth ne pouvait pas refuser cette proposition. Aussi, ce samedi 28 août 2021, elle a pris la route en direction du domicile de son père. Elle était très angoissée à l'idée de le voir et envoyait d'ailleurs par moins de 20 messages audio à sa tante, ce jour-là qui savait qu'elle était censée aller récupérer de l'argent pour réparer le système électrique de la maison. Mais comme elle le pressait, lorsqu'elle arriva chez lui, il la menaça et n'avait pas d'argent à lui donner. Tout cela était un piège pour l'inciter à venir
et tentait une nouvelle fois de la convaincre de revenir vivre avec lui. Mais Ruth était formelle. Elle ne voulait pas revenir. Elle avait passé toutes ses épreuves pour protéger sa fille. Elle n'allait pas faire marche arrière et à présent revenir auprès de son bourreau avec le risque qu'il ne s'en prenne plus tard à sa fillette. Si elle ne revenait pas, c'est lui qui reviendrait vers elle. Il voulait venir vivre dans la maison qu'elle partageait avec sa mère, mais elle était catégorique. C'était hors de question. Très en colère face à ce nouveau refus, il répondit alors que s'il décidait de venir, elle ne pourrait pas l'empêcher. Il allait débarquer devant ses enfants et elle ne pourrait rien y faire. Elle ne pourrait pas le faire sortir de force. La situation montait en tension lorsqu'elle comprit qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui donner le moindre argent et qu'elle était tombée dans un piège. Elle décida de repartir. Elle quitta donc la maison et avait hâte de rentrer chez sa tante et sa mère au plus vite. Elle était à pied et n'avait pas les moyens de se payer un taxi. Affolée, elle envoya plusieurs messages à sa tante et il fallait faire vite. David avait une moto et elle avait peur qu'il arrive là-bas avant elle et qu'il rentre de force dans la maison, comme il l'avait bien menacé. Elle demanda alors à sa tante d'envoyer son fils aîné et son cousin de 13 ans, qui avait un téléphone portable, la rejoindre sur le chemin, car la nuit était tombée et elle n'avait presque plus de batterie sur son téléphone. Elle était dans le noir et ce n'était pas très sûr. Elle répéta plusieurs fois à sa tante de s'enfermer dans la maison à double tour et surtout de ne laisser rentrer personne. Elle lui demanda à même d'éteindre les lumières pour éviter de se faire remarquer, comme elle avait demandé à son fils et son cousin de quitter immédiatement la maison pour la rejoindre. Alors qu'il marchait sur le chemin de terre, il lui envoya un message pour la prévenir qu'il n'était plus très loin. Il était plus très loin, mais il ne le voyait toujours pas. Elle répondit alors qu'elle n'avait presque plus de batterie et que son téléphone allait probablement s'éteindre. Et effectivement, c'est la dernière communication qu'elle aura avec sa famille. Mais ce n'était pas à cause d'un problème de batterie. David était en embuscade et prêt à frapper. Lorsque Ruth était partie, il avait pris sa moto et s'était dirigé plus en avant sur le chemin du retour de sa fille. Il savait que la nuit tombait et que le chemin n'était pas éclairé. Il se cacha en l'attendant patiemment de là où il était invisible. Mais il avait une visibilité parfaite sur le chemin. Lorsqu'elle arriva à son niveau, il se jeta sur elle et l'attaquant avec un couteau. Il commença à la frapper. Il la frappa plusieurs fois. Leur fils et son cousin, qui effectivement n'étaient plus très loin, l'entendit les cris désespérés de la pauvre et il se mit à courir le plus vite possible. Mais malheureusement, ils arrivèrent trop tard. Il la retrouvait allongée sur le chemin dans une mare de sang. David était encore là. Il fut d'ailleurs très surpris de les voir arriver et les deux jeunes gens étaient sous le choc. Ils criaient, lui jetaient des pierres, mais aucune ne le toucha pas. C'est alors que David disparut dans la forêt. Les cris des deux jeunes hommes furent entendus par des personnes se trouvant à proximité et ils appela la police. Quelques minutes plus tard, la police municipale était sur les lieux. Ils trouvaient les deux ados en état de choc. Malheureusement pour la pauvre Ruth, il était trop tard. Elle avait rendu son dernier souffle. La police enleva le corps et leur demanda de rentrer chez eux pour apprendre la terrible nouvelle aux membres de la famille et c'est ce qu'il fit. Après avoir ramassé ses affaires personnelles, la tragique nouvelle se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. La fille de Ruth, qui était trop petite pour se rendre compte de tout ce qui s'était passé, était aussi sous le choc de la disparition de sa maman. Elle avait seulement 7 ans. De nombreux voisins vinrent exprimer leur soutien à la famille lors de la veillée funèbre et de l'enterrement. Tous étaient au courant des abus que Ruth avait subis, mais personne lorsqu'elle avait besoin plus, personne n'avait levé le petit doigt pour lui venir en aide. Personne ne s'était mouillé. Personne n'avait rompu cette terrible loi du silence qui avait permis à David d'abuser de sa fille durant 20 ans, en toute impunité et de la tuer lorsqu'elle avait tenté de se sauver de son emprise. Sa tante donna à la police les derniers enregistrements qu'elle lui avait donnés avant sa mort. De nombreuses voix suite à ce drame se levèrent pour dénoncer la dangerosité de ce chemin de terre mal éclairé, non surveillé. Je vous rappelle que le Venezuela est l'un des pays les plus dangereux du monde. Pour beaucoup, si le chemin avait été sécurisé,
il n'aurait pas osé la poignarder. 2 jours après le meurtre, un mandat d'arrêt international fut émis à l'encontre de David. Il resta en cavale durant 12 jours, puis se rendit de lui-même dans un commissariat colombien. L'homme de 56 ans avoua avoir tué sa femme et il ajouta que sa femme était aussi sa propre fille. Stupéfait par les déclarations, les agents de police vérifièrent son identité et à ce moment-là, il découvrit que le mandat d'arrêt international lancé contre lui et il fut immédiatement placé en garde à vue. Le lendemain, David fut présenté à un juge, il plaida coupable de toutes les charges retenues contre lui. Et de cette façon, il évita un procès. Le juge lui annonça alors que son dossier serait traité par un autre tribunal qui serait chargé de déterminer sa peine pour féminicide aggravé. Il fut immédiatement envoyé en prison où il est toujours dans l'attente de sa sentence. Ainsi, notre histoire se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.